À près de 10 000 km de Paris, juste au nord du tropique du Capricorne, l'île Maurice est l'une des 3 îles qui composent l'archipel des Mascareignes. Les 2 autres sont la Réunion et Rodrigue. Avec 48 km de large et 65 dans sa plus grande longueur, l'île Maurice est plus petite mais plus peuplée que sa proche voisine, la Réunion. Le passé volcanique de l'île Maurice est évident, mais tous les volcans y sont depuis longtemps éteints. Le point le plus élevé du plateau central atteint à peine 600 mètres, et les crêtes qui l'entourent ne dépassent pas les 1000 mètres. Pour le reste, à part quelques petites montagnes, l'île Maurice est plutôt plate. Elle est cernée de récifs coralliens qui abritent un superbe lagon et des baies qui fournissaient jadis aux flibustiers des ports naturels sûrs. Découverte par les Arabes, terre d'escale pour les navigateurs portugais, colonisée en premier par les Hollandais, puis par les Français qui lui donnèrent le nom d'Île-de-France et la firent gérer par la Compagnie des Indes orientales, Maurice deviendra anglaise en 1810. Elle le restera jusqu'à son indépendance en 1968. En 1992, la République est proclamée. Elle restera dans le giron du Commonwealth. À 480 km à l'est, une île montagneuse et sauvage est rattachée administrativement à Maurice depuis 1725. Rodrigue. Longtemps isolée en raison du manque de moyens de communication, la petite Rodrigue, qui fait partie intégrante de l'État mauricien, tâche désormais de rattraper son retard en misant notamment sur le développement du tourisme. L'île Maurice est, quant à elle, depuis longtemps, l'un des hauts lieux du tourisme international. Des plages réputées dans le monde entier et une infrastructure hôtelière de loisirs d'un niveau exceptionnel. L'exotisme et la douceur du climat tropical font le reste. Mais si Maurice a connu un développement économique très important ces dernières années, c'est avant tout grâce à la création de zones franches dans les années 1970. Avec l'atout d'un système fiscal favorable et des salaires beaucoup moins élevés qu'en Europe ou qu'en Amérique, les centaines d'industries installées dans ces zones font travailler de nombreux Mauriciens. Spécialité, le textile bien sûr, mais aussi l'électronique, la taille des pierres précieuses et même la fabrication de pièces pour l'industrie horlogère suisse. La ressource économique traditionnelle la plus importante du pays, le sucre. Les cultures de canne recouvrent près de la moitié de la surface de l'île. Les sucreries sont encore nombreuses, même si les moyens techniques modernes ont relégué au statut de pièces de musée les instruments traditionnels. Les anciennes maisons de planteurs, soigneusement entretenues, témoignent de la prospérité des familles qui ont longtemps régné sur cette activité que l'esclavage avait rendue extrêmement lucrative. La présence de dizaines de milliers d'esclaves, puis l'arrivée de travailleurs indiens, chinois et malgaches ont eu une influence énorme sur le brassage des races qui composent le peuple mauricien. Aujourd'hui, on peut dire que la population mauricienne est l'une des plus cosmopolites qui soit. C'est ce qui explique la multiplicité des religions et des traditions que l'on ne peut ignorer lorsqu'on séjourne sur l'île. Maurice est multiculturel et multilingue. L'anglais est la langue officielle. Mais le français, qui a conservé la couleur du passé, est omniprésent. Le créole est lui aussi très pratiqué dans les foyers.
et toutes les communautés ethniques perpétuent la pratique de leur langue d'origine. Le système éducatif, qui tient compte de toutes ces particularités, est l'un des facteurs les plus importants du développement spectaculaire de ces dernières années. Aujourd'hui, Maurice est considéré comme l'un des pays émergents les plus dynamiques. Les moyens de communication y ont atteint un niveau de qualité que l'on n'aurait pas osé imaginer au début des années 1990. Et la capitale, Port-Louis, est l'une des villes les plus actives de l'océan Indien. Si Port-Louis a pris les allures d'une grande métropole ouverte sur la mer, elle reste néanmoins une petite capitale à dimension humaine, avec 150 000 habitants sur 1 million de Mauriciens vivant sur l'île. Baptisée Port-Louis, en l'honneur du roi Louis XIV, la ville fut élevée au rang de capitale par Mahé de la Bourdonnais, gouverneur nommé par Louis XV. Il réorganisa le port et traça les grandes artères qui n'échappent pas aujourd'hui aux embouteillages. Les corbeilles en osier traditionnelles mènent au cœur de la cité. Ce que l'on appelle à Port-Louis le bazar est en fait le grand marché. Une foule bigarrée arpente les longues allées qui relient différentes petites halles spécialisées. C'est en roupies mauriciennes, influence indienne oblige, que l'on paye légumes, fruits tropicaux et autres délices créoles, souvent très sucrés ou très épicés. Le commerce à Port-Louis n'échappe pas au modernisme. Le téléphone portable et ses accessoires sont désormais omniprésents. Et les galeries marchandes à l'occidental se multiplient, en concurrence de plus en plus directe avec le marché traditionnel. Le complexe du Caudan est la vitrine la plus récente de cette capitale en plein essor. Pôle d'attraction installé le long du port, il abrite casinos, cinéma, boutiques et de nombreux restaurants. Base navale stratégique des Mascareignes depuis 1765, le port est bien sûr à l'origine de l'appellation Port-Louis. Ce nom était destiné à rappeler aux colons bretons le Port-Louis de l'Orient. Aujourd'hui, centre nerveux des zones franches, il constitue encore l'une des meilleures escales pour les navires qui commercent dans l'océan Indien. Si le commerce est parfois un fascinant jeu d'argent, les passionnés de l'hippodrome lui préfèrent les aléas des courses. Durant la saison, les enjeux des paris atteignent des sommes folles. La spéculation, qui a contribué au développement récent de la bourse mauricienne, est l'un des moteurs de la vie économique. Les investisseurs étrangers, souvent alliés à des industriels locaux, couronnent leur réussite par la création d'immeubles qui donnent un cachet de plus en plus occidental à la ville. À Port-Louis, ce développement ne se fait au détriment ni des traditions ni des religions. La mosquée Jouma, édifiée en 1850, a conservé ses jolis atours et son large bassin aux ablutions. L'islam compte à Maurice 180 000 fidèles. Les chrétiens, eux, sont 300 000 et ils ont tous leur lieu de culte. L'église Sainte-Croix est catholique, dédiée au Père Laval, missionnaire français et médecin qui se fit au XIXe siècle l'apôtre des Noirs. Perché sur une colline, le fort Adélaïde est l'un des 4 forts construits par les Anglais pour protéger Port-Louis. Il domine le quartier chinois, vaste cité dans la cité qui fleurbon le pays de Confucius. Même s'ils sont minoritaires, les Chinois occupent une position prépondérante dans l'activité commerciale de Port-Louis et du pays tout entier. Les pays asiatiques, et principalement Taïwan et Hong Kong, sont les principaux investisseurs étrangers à Maurice après les Nord-Américains.
Pas encore futuriste, mais déjà bien en mouvement, Port-Louis s'attache à inscrire les valeurs culturelles du passé mauricien dans un cadre de plus en plus moderne et dynamique. Le nord de l'île Maurice est une vaste plaine couverte de champs de canne à sucre qui descend en pente douce vers la mer, vers les plus belles côtes de l'île. Surnommé la Côte d'Azur de Maurice, le littoral nord-ouest génère la plus grande partie des revenus du tourisme. L'héroïne du célèbre roman Paul et Virginie, morte noyée ici dans le tragique naufrage du Saint-Gérant, appartient à la légende. La réalité d'aujourd'hui, ce sont des dizaines de résidences et hôtels de luxe qui jalonnent la côte. De larges baies couvertes de sable blanc, d'origine corallienne, ponctuent un rivage bordé d'une végétation luxuriante. Tous les sports, terre à terre ou aériens, peuvent se pratiquer sur la côte mauricienne. Côté mer, la plongée sous-marine est soumise à un rigoureux code de conduite. On ne ramasse ni coraux ni coquillages. Le lagon est protégé. Arrosée de cocktails à base de rhum local, la cuisine mauricienne combine toutes les influences européennes, indiennes, chinoises et bien sûr créoles. Le sega, mélange de chant et de danse importé par les esclaves venus d'Afrique, rythme les longues nuits mauriciennes et accompagne les bateaux en partance. Égayée par les flamboyants qui fleurissent en décembre, la grande plaine du Nord ménage au premier coup d'œil une mystérieuse surprise. Ces pyramides, dites créoles, semblent sortir tout droit de légendes aztèques. Il s'agit en fait de pierres de lave déterrées par les cultivateurs pour pouvoir exploiter plus aisément leurs champs de canne à sucre. De son origine volcanique, Maurice a conservé assez peu de relief et la population n'a rien à craindre. Ici, plus aucun volcan n'est en activité, ce qui n'est pas le cas sur l'île sœur de la Réunion. Le cap Malheureux, à l'extrémité nord de l'île, porte bien son nom dans l'histoire coloniale française. L'armée anglaise débarque ici en 1810 et défait la garnison française. C'est ainsi que l'Île-de-France devint possession britannique et retrouva son appellation hollandaise, Mauritius. Fortement attachés à leur tradition, comme celle de la fabrication des casiers à poissons, les Mauriciens se sont appropriés de nouvelles coutumes avec chaque nouvelle vague d'immigrants. C'est à l'apogée de la production sucrière, entre 1850 et 1860, que les Indiens sont arrivés en nombre à Maurice. Grand Gaube, à l'est du Cap Malheureux, est un petit village de pêcheurs. Ici, le sable est utilisé pour la construction des maisons, conçues le plus souvent pour résister aux cyclones. À partir de Grand Gaube, toute la côte nord-est est ponctuée de plages plutôt sauvages, bordées de fils à eau. Ces arbres coupe-vent servent d'abri à de petites salles de jeu improvisées. Le jeu, l'une des grandes passions des Mauriciens. C'est au milieu des songes, ces nénuphars comestibles qui envahissent tous les cours d'eau, que les femmes font un brin de lessive.
Centre de Flac, la seule localité importante au nord-est de l'île, est à l'image des petites bourgades de l'intérieur des terres. Une population dense et surtout jeune. Avec 600 personnes au kilomètre carré, Maurice connaît l'une des plus fortes densités du monde. Un tiers de la population a moins de 15 ans. Tout en participant à la vie active, les jeunes ont droit à une scolarité entièrement gratuite. Triolet, à quelques kilomètres au sud de Grand-Bay, abrite le temple hindou le plus fameux de l'île. 3 bâtiments permettent aux nombreux fidèles d'honorer les principales divinités du panthéon hindou, Shiva, Ganesha, Parvati et Kali. Plus de 50% des Mauriciens sont hindouistes. Grand-Bay, à côté de Triolet, est un ancien port de pêche transformé depuis une vingtaine d'années en station touristique. La baie du Tombeau évoque les nombreux naufrages qui eurent lieu dans ces eaux, et notamment celui du navire du gouverneur des Indes hollandaises, Peter Botte, en 1615. À seulement 12 km au nord de Port-Louis, le doux nom de Pamplemousse rime avec l'un des plus beaux sites de l'île, le Jardin botanique royal. C'est autour du château Montplaisir, résidence bâtie en 1735 par le gouverneur Mahé de la Bourdonnais, que les 24 hectares du jardin étalent leur splendeur. Un grand bassin accueille les Victoria regia, nénuphars géants d'Amazonie, aux fleurs aux couleurs changeantes et aux revers garnis de piquants. De grands botanistes ont leur nom gravé sur une colonne de marbre blanc. Le plus célèbre, Pierre Poivre, donna son nom au fameux condiment. Il apporta au domaine épices, essences rares et de nombreux arbres fruitiers. Le système des parcs nationaux mis en place en 1988 est destiné à protéger la faune locale. Mais les tortues géantes ont disparu de Maurice. Celles-ci sont des immigrés en provenance des Seychelles. Le jardin de Pamplemousse protège lui surtout la flore, et notamment les palmiers talipo, une espèce qui ne fleurit qu'au bout de 40 à 60 ans et meurt sitôt leur floraison achevée. À la beauté du décor s'ajoute le délice des senteurs. Gingembre, cannelle, noix de muscade, citron ou bois de santal, on croirait visiter une vaste boutique d'épices et de parfums en plein air. Le sud de l'île Maurice, c'est le dialogue incessant entre mer et montagne, entre sites historiques et villages perdus. Le réduit, une appellation quelque peu restrictive pour un hameau dont les maisons ne sont pas toutes ordinaires. On y trouve l'une des résidences les plus séduisantes de l'île. Vaste palais bâti en 1778 par le gouverneur français Barthélemy Mahé, le réduit doit son nom à sa fonction militaire d'origine, lieu de repli fortifié pour les familles des colons de Port-Louis. Aujourd'hui, c'est au réduit que les autorités hébergent certains hôtes de marque. Non loin de là, un autre domaine, les Pailles, est devenu à la fois attraction touristique et musée. La maison des esclaves a désormais pris les apparences d'un restaurant très parisien. Un moulin à sucre traditionnel activé par des bœufs. On y pressait les cannes pour en extraire le jus avant de le transformer dans l'alambic en un breuvage alcoolisé qui deviendra la boisson nationale, le rhum. Un savoir-faire introduit par les Hollandais en 1639.
L'imposante résidence du maître des lieux, reconstituée avec soin, abrite un restaurant à la décoration raffinée, digne de la Compagnie des Indes. Les montagnes environnantes, et principalement la chaîne de Moka, permettent la découverte de la faune mauricienne. Dans cette région, lièvres, mangoustes et perdrix font le bonheur des chasseurs, hautement surveillés. Mais la colonie la plus importante est celle des cerfs de Java, introduits par les Hollandais au XVIIe siècle. On en compte 20 000 dans le sud-ouest de Maurice. Loin des grands sites touristiques, les terres intérieures de l'île bénéficient d'une végétation extrêmement riche. Près du tiers des 900 espèces végétales répertoriées ici n'existent nulle part ailleurs. La forêt mauricienne, exploitée de manière intensive pour la production de charbon de bois et la construction, a subi des dégâts importants. Depuis la colonisation, le défrichement s'est généralisé et les cultures ont occupé le terrain. Résultat, 1% seulement de la forêt primaire a subsisté et les Mauriciens s'efforcent maintenant de reboiser. Les macaques ne se soucient guère des problèmes écologiques. Introduits par les Portugais, ils vivent là depuis le début du XVIe siècle. L'agriculture mauricienne se résume presque à un seul mot, sucre. La moitié du pays est recouvert de champs de canne. Non, ce n'est pas un feu de brousse accidentel, mais une technique de récolte. Au moment de la maturation de la canne, les champs sont enflammés pour être débarrassés des feuilles encombrantes et pour renforcer la concentration du sucre dans la tige. Le feu circonscrit, la récolte peut débuter. À nous quatre, on en coupe 5 à 6 tonnes par jour. Pour un salaire journalier de 150 à 200 roupies. Si la saison de ramassage est courte, de juillet à décembre, le coût de la main-d'œuvre augmente et les grands exploitants privilégient le ramassage mécanique, désormais plus rentable. Les petites exploitations sont toujours livrées aux mains d'ouvriers saisonniers qui n'hésitent pas à travailler dur malgré la chaleur tropicale. Les sucreries des grands domaines traitent également les récoltes de ces innombrables petites exploitations dont certaines ne dépassent pas les 2 hectares. La rentabilité a exigé la concentration. Il ne reste plus qu'une vingtaine de ces usines sucrières. Ici, l'une des plus anciennes, celle de Belle-Ombre. Le processus de production est le même depuis des siècles. Après la pesée, c'est le taraudage qui permet de déterminer la teneur en sucre des cannes. Après le traitement industriel, le sucre sera acheminé à Port-Louis avant de rejoindre par cargo les grands ports d'Europe et d'Amérique du Nord. Au cœur de la région sucrière, le domaine Eureka. Eureka est un joyau de l'architecture créole et coloniale de notre pays. Et c'est un joyau qui a été menacé maintes fois. D'abord parce que c'est une très ancienne maison, mais surtout par les cyclones et par les hommes. La maison elle-même a été construite autour de 1770. C'est M. Reculé qui avait obtenu la concession, qui vend pour la première fois à une demoiselle Montmirail qui va passer de longues années ici. Et cette demoiselle Montmirail va vendre la maison aux Robinson, des Anglais fraîchement arrivés après la conquête de l'île. Et le fils de l'armateur de corsaire, Luc Lézieux, qui est l'arrière-arrière-grand-père de ma femme, achète le bien en 1856. À 10 km au sud d'Eureka, le Trou aux Cerfs.
Ce volcan éteint, profond d'une centaine de mètres, domine Kurpip, la plus grande agglomération du Sud, avec ses 65 000 habitants. Kurpip tiendrait son nom de soldats français qui avaient l'habitude de faire une halte à cet endroit pour se reposer et fumer une bonne pipe avant de rejoindre leur quartier. Près de la basilique Sainte-Hélène, le Collège Royal, ancien lycée datant de la colonisation française. Grande spécialité de Kurpip, les saris. Importés directement d'Inde, ils sont faits des soies les plus pures, de mousseline ou de coton. Au même titre que la fabrication de chaussures, le textile est un domaine en pleine expansion. De grandes marques européennes fabriquent leurs produits à Maurice. Kurpip doit son développement à une terrible épidémie de malaria en 1867. À cette époque, des milliers de gens quittèrent Port-Louis pour se réfugier dans cette région, restée plus salubre. L'atmosphère de Kurpip fait penser à une petite ville anglaise. Kurpip a pourtant fini par céder aux sirènes de la modernité, malgré la nostalgie de Paul et Virginie. Ce qui attire surtout les Mauriciens à Kurpip, ce sont les dizaines de boutiques très éclectiques. Ici, de petits dodos, l'oiseau emblème de l'île, aujourd'hui disparu. Sans défense face aux animaux domestiques et aux maladies importées d'outre-mer par les Hollandais, cet oiseau a été décimé au début du XVIIe siècle. Une vingtaine de kilomètres seulement séparent les hauteurs de Kurpip de la première localité de la côte sud-ouest, Flic-en-Flac. Derrière ce doux nom, qui à l'origine signifiait terre plane, se cache une côte où rôdent de terribles légendes de corsaires. L'infrastructure hôtelière de cette partie de l'île se développe lentement. Elle est d'un excellent niveau et tout est prévu pour que les séjours se déroulent en symbiose avec l'océan. Près du bourg, de Flic-en-Flac, le parc ornithologique de Casella offre une vue magnifique sur la vallée de la rivière du Rempart. Au milieu des arbres, un enchevêtrement de petits ruisseaux mène à la partie centrale du parc, réservée bien évidemment aux oiseaux. Ils sont plus de 2000, de 140 variétés différentes. Si les perroquets ou les toucans sont désormais protégés, bien d'autres espèces ont aujourd'hui disparu de l'île. Un des spécimens les plus rares au monde, le pigeon rose de Maurice. Quelques lémuriens malgaches rendent le parc encore plus attractif. Ils sont l'objet de toutes les attentions, comme la rare flore du lagon. À quelques encablures au sud de Flic-en-Flac, la baie de la Grande Rivière Noire étale ses salines. Créées au XVIIIe siècle par un gouverneur originaire de Bretagne, les salines mauriciennes sont aujourd'hui toujours exploitées de la même façon. D'immenses bassins reçoivent l'eau de mer par des pentes naturelles. Après une première évaporation, la saumure, à forte teneur en sel, est récupérée. Une seconde évaporation et le sel, cristallisé, est prêt. À Maurice, la chaleur est telle que l'harmonieux ballet des ramasseuses de sel se déroule tôt le matin. Le soir, l'immense miroir des bassins joue paisiblement avec les couleurs du ciel.
avec les visages changeants de la Lune. Le plateau de Chamarel, qui domine la côte de la rivière Noire, tient son nom d'un officier français jadis installé dans la région. Au cœur de la végétation la plus dense de l'île, coule une cascade de 90 mètres de haut, dont les eaux grossissent la rivière du Cap. Chamarel, c'est avant tout un ensemble fascinant de terres de couleur. La lumière varie sans cesse sur ces lignes de cendres volcaniques mises à nu par l'érosion. Composées d'oxydes minéraux de teintes multiples, elles oscillent de l'ocre au marron, du rouge au violacé, sans jamais se mélanger. C'est bien sûr au lever ou au coucher du soleil que la magie opère le mieux. Seule exploitation agricole de Chamarel, le café. Dans la même région, à grand bassin, Ganga Talao est un lieu saint pour les hindous. Ce lac de cratère voit chaque année au mois de février plus de 300 000 pèlerins venir honorer Shiva. Selon la légende, le dieu aurait laissé tomber quelques gouttes d'eau du Gange, le fleuve sacré indien, dans le volcan. Purificatrices, les eaux du lac sont l'objet de tous les soins. Les temples alentours accueillent les fidèles toute l'année. Des adeptes de l'hindouisme, ce sont les Tamouls qui s'avèrent les plus rigoureux. Les cérémonies du Timidi, dédiées à plusieurs dieux, sont prétexte à de longues périodes de jeûne et à des actes de pénitence impressionnants. La danse du sabre, qui se déroule entre avril et juin, toujours au coucher du soleil, est en fait une marche périlleuse sur des coupes-coupes aiguisées comme des rasoirs. Pendant la pénitence, quelques poignées de camphre apaisent les dieux. Pour faire abstraction de la douleur durant ce périlleux parcours, le fidèle doit être en transe, en état de catalepsie. Pas de sang sous les pieds, les dieux seront bienveillants. Autre mortification du rite tamoul, la purification par le feu. Après avoir jeûné et s'être baignés, les participants s'enfoncent des aiguilles dans la chair et parcourent plusieurs fois un chemin de braise de 6 à 7 mètres de long. C'est en hommage au dieu Dropadé et à la déesse Kali que les fidèles plongent dans un univers d'incantations et de danse pour se préparer à l'épreuve purificatrice. Pas de date précise pour ces marches sur le feu qui ont lieu une fois par an, au bon gré des prêtres tamouls. La cérémonie du Ganga Asnan est moins spectaculaire mais tout aussi importante pour les hindous. Ils honorent par des offrandes les eaux du Gange. Le fleuve sacré a beau être distant de plusieurs milliers de kilomètres, il se jette bien dans l'océan Indien. Et la religion n'a pas à se soucier des distances. Outre leur patrimoine religieux, les Indiens ont importé à Maurice la culture du thé. De bonne qualité mais moins rentable que la canne à sucre, le thé est de moins en moins exploité sur l'île.
Malgré les efforts des autorités pour diversifier une agriculture mauricienne trop dépendante du sucre, les autres productions, souvent moins rentables à court terme, ont du mal à se développer. L'exploitation du tabac, de la pomme de terre, de la tomate, du maïs et des fruits est encore réduite, mais promet de fournir nombre d'emplois dans les années qui viennent. Le morne Brabant veille sur la pointe sud-ouest de l'île. Au début du 19e siècle, l'ascension difficile du piton rocheux ne découragea pas un groupe d'esclaves évadés. Ignorant que l'esclavage venait d'être aboli, ils se jetèrent du haut de la falaise à l'approche de soldats qui venaient leur annoncer la bonne nouvelle. Au large du Morne, on quitte le lagon pour pratiquer la pêche au gros sur l'un des sites les plus renommés de la planète. Les hauts fonds servent de refuge à une faune marine exceptionnelle. La période la plus favorable se situe entre les mois d'octobre et de mars. L'île Maurice est un centre de pêche qui est connu dans le monde aujourd'hui. Nous pêchons les types de poissons tels que le marlin bleu, le marlin noir, le marlin rayé, l'espadon voilier. Et puis nous avons aussi des thons jaunes, des waouh, ce qu'on appelle la bécune, des thons blancs, des thons à dents de chien et beaucoup de bonites. Une partie de pêche, en principe, dure 9 heures. Ce sont les 9 heures pour la journée entière. Notre spécialité, c'est la pêche au vif, c'est-à-dire à la bonite vivante. On en touche beaucoup au leurre, mais tout en cherchant les bonites, on pêche toujours au leurre et on accroche souvent des marlins au leurre. Tous les pêcheurs, au large du Morne Brabant, rêvent de battre un record du monde, comme celui d'un amateur établi en 1966, qui vit surgir au bout de sa ligne un marlin de plus de 500 kilos. Macondé, sur la côte sud, est un ancien repère de pirates. C'est le point de départ de la route qui serpente le long du littoral pour rejoindre Mahébourg. Baptisée la route de beauté par le poète mauricien Robert Edward Hart, elle est semée de petites baies et de villages de pêcheurs. Ici, la côte est préservée. La barrière de corail, moins massive qu'ailleurs, laisse passer d'importants courants et la baignade s'avère dangereuse. Riambel, bourgade typique de la route de beauté, a de forts accents créoles. Si les Indiens sont majoritaires, la communauté franco-créole représente un tiers de la population. La plupart de ses membres descendent des anciens esclaves venus d'Afrique pour travailler dans les plantations de canne à sucre. À Suriname, qui tire son nom de l'ancienne Guyane néerlandaise, les Mauriciens sont habiles. L'ébéniste façonne des meubles rustiques, tandis que le réparateur de bicyclettes joue des clés pour remettre ses petites reines en service.
Si les deux langues officielles sont l'anglais et le français, c'est bien sûr le créole qui est omniprésent dans la rue, comme dans les maisons. Surtout à l'heure du jeu. Les parties les plus acharnées sont celles de domino ou de gisco, un jeu typiquement mauricien apparenté au billard. À Maurice, la pêche demeure artisanale. Elle est pratiquée essentiellement par les créoles qui conçoivent eux-mêmes leurs instruments de travail, les casiers. Matière première, le rotin et le bambou. Souillac, baptisé ainsi en l'honneur d'un ancien gouverneur de l'île, est renommé pour sa maison de corail, dernière demeure de Robert Edward Hart. L'église a conservé un lien avec la France. Elle fut restaurée grâce aux dons des paroissiens de Souillac, dans le Lot. À 5 km de Souillac, les chutes Rochester ne mesurent que 8 mètres de haut. Les blocs de lave, façonnés par les eaux de la rivière Savane, y forment un étrange escalier qui sert de terrain de jeu. Près de Souillac encore, un palmier-bouteille garde l'entrée d'un petit parc dédié à la faune et à la flore, la ferme aux crocodiles, la Vanille. Importés de Madagascar, les crocodiles occupent ici une place de choix. Ils sont une vingtaine, derrière des grilles solides, à se pavaner sous le soleil en quête d'ombre et de rafraîchissement. La ferme crocodile, c'est une réserve naturelle où on a plusieurs espèces d'animaux. Nous avons les crocodiles du Nil, et des caïmans du Brésil. Nous avons mis aussi plusieurs espèces d'animaux qu'on voit à l'état sauvage à Maurice, tels que la chauve-souris, le cochon sauvage, plusieurs types de reptiles. Spécialisé dans le textile, le petit village de Beauvallon est la dernière étape de la côte sud avant d'atteindre Mahébourg. Ce pavillon, bâti au XVIIIe siècle par la famille Robillard, abrite le musée naval de Maurice. On y retrouve la trace des événements maritimes et de tous les grands personnages qui ont marqué l'histoire de l'île. Mahé de la Bourdonnais, Pierre Poivre, Bernardin de Saint-Pierre et aussi les canons du Saint-Gérant. Petite ville paisible, Mahébourg a connu une belle embellie à l'époque coloniale. C'est là que les Hollandais débarquèrent pour tenter de s'installer sur l'île. Les Français, puis les Anglais en firent un des lieux privilégiés de la vie mondaine, après Port-Louis. À la fin du siècle dernier, de nombreuses épidémies firent fuir l'essentiel de la population et provoquèrent le déclin de la petite cité. Sorcellerie, magie noire et autres pratiques occultes, Mahébourg a conservé un parfum de mystère. Jadis appelé Port Impérial, Mahébourg connut une grande activité portuaire.
Aujourd'hui, ces 22 000 habitants vivent essentiellement du commerce et seule une mini-flottille de bateaux de pêche rappelle son glorieux passé maritime. De la morue séchée, des pâtissons, des vangassailles ou mandarines vertes, le marché de Mahébourg est, après celui de Port-Louis, le plus important de l'île. La population de Mahébourg, majoritairement indienne, adore le cinéma. Quelques kilomètres plus au nord, l'aéroport international de Plaisance, le seul de l'île, accueille la quasi-totalité des 400 000 touristes qui visitent l'île chaque année. Les pyramides créoles ne sont pas loin. Mais ces roches basaltiques ne servent pas uniquement à constituer de jolis petits édifices. Elles sont également utilisées comme matière première pour la construction. L'est de Maurice a connu l'arrivée des Hollandais qui y ont défriché la forêt et introduit la canne à sucre. Cette région est maintenant l'un des deux grands pôles balnéaires de l'île, alors que l'arrière-pays n'est pas non plus dénué d'intérêt, avec notamment le parc national du Val, à mi-chemin entre Mahébourg et Curpipe. On y retrouve une bonne partie des 900 espèces de plantes et de fleurs répertoriées dans le pays. Le parc national du Val se situe dans la région de Riche-en-Eau, un patronyme de circonstance pour des terres baignées par la rivière des Créoles. Un site idéal pour cultiver l'anthurium, une fleur que l'on peut conserver 3 semaines après l'avoir cueillie, donc parfaite pour l'exportation. Un autre débouché pour l'agriculture mauricienne. La diversification agricole, c'est avant tout un moyen de ne pas dépendre de l'économie de base du pays qui est la canne à sucre. Donc on a créé une zone franche, ce qui nous permet d'acheter les matériaux de construction et de développement hors taxe. Donc voilà, là on a commencé une production d'anthurium côté horticole et on exporte donc sur l'Europe principalement pour l'instant, ce qui me concerne moi. Et on se fait aussi la diversification agricole, donc si vous voyez derrière vous, vous avez du gingembre. On fait aussi des haricots, du pâtisson, de la courgette et pas mal d'autres choses dépendant du climat, du saison et de l'environnement. Les Mauriciens ont un sens développé du travail manuel. Illustration, les maquettes de bateaux. Thème de prédilection, bien sûr, les voiliers anciens, reproduits avec un soin tout particulier. Certains nécessitent jusqu'à 6 mois de travail, et la plupart sont exportés. Explication du responsable de l'atelier. On fabrique avec les 14 personnes que 15 à 16 modèles par an. Alors l'idée de ça, c'est on travaille exactement à l'échelle, puis on fait du travail pour les musées et les collectionneurs. Nos coques sont couplées bordées. On forme d'abord les gabarits à l'intérieur, les membres comme on dit, puis on les place sur la quille, puis on met les petites lamelles comme le vrai bateau était à l'époque.
L'influence indienne à Maurice ne s'est jamais démentie depuis le milieu du 19e siècle, lorsque de nouveaux immigrants durent remplacer les esclaves dans les plantations de canne à sucre. Les Indiens apportèrent à Maurice tous les attributs de leur culture et de leur religion. Personne ne s'étonne donc de voir se baigner Ganesha, le dieu à tête d'éléphant. Ou du travail minutieux des femmes avant un mariage hindou, l'une des 16 cérémonies les plus importantes pour un fidèle. Pendant des heures, les femmes trient un à un les grains de riz, ne conservant que les plus blancs, donc les plus purs, pour le déjeuner nuptial. La montagne du Lion domine la côte est de l'île. À ses pieds, une colonne et une petite forteresse marquent l'arrivée des premiers colons. C'est en 1598 que le vice-amiral Van Warwijk débarqua ici, prit possession de l'île au nom des Pays-Bas et la baptisa Mauritius en l'honneur de son souverain, le prince Maurice d'Orange. La Pointe du Diable est elle aussi marquée par la colonisation hollandaise qui dura jusqu'en 1710. 5 ans plus tard, les Français prirent le relais. Une tour de garde? Non. Une tour d'observation de la côte, reconstruite à partir d'un ancien four à chaux. Trou d'eau douce, un village de caractère qui doit son nom à une rivière souterraine qui se déverse dans la baie qui le borde. Une navette par chaque demi-heure de trou d'eau douce pour rejoindre le plus fameux îlot de la côte est, l'île aux Cerfs. Il ne reste en fait aucun cerf sur ce caillou de charme, au lagon bien abrité et à la plage très fréquentée par les plaisanciers. Les plages de l'île aux Cerfs illustrent au mieux l'un des principaux attraits du pays. Mais l'île Maurice est bien plus précieuse qu'une simple carte postale. Forte d'une histoire riche et mouvementée, forte d'un melting pot réussi de langues, de cultures et de religions, confortée enfin par un équilibre entre agriculture, industrie et tourisme, Maurice est sans aucun doute un fragment de cette étoile qui un jour tomba, dit la légende, dans l'océan Indien.